Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lors de la précédente vidéo, on a présenté comment accéder à un équipement FortiGate. Dans celui-ci, on verra donc comment on fait les configurations de base, dans l'administration de base sur l'équipement FortiGate. Donc, on va voir notamment la mise en place d'un serveur DHCP sur FortiGate, configuration d'une route par défaut, du moins la route statique, règles de pare-feu et ensuite on verra comment créer des comptes sécurisés et faire un peu de sécurité sur les interfaces de notre routeur. Donc on va aller donc directement sur notre diagramme sur GNS3. Donc ici, on va remarquer que tout à l'heure dans la précédente vidéo, on a vu, on a deux réseaux, on va dire comme ça. On a le premier réseau qui est le WAN, c'est-à-dire le réseau sur lequel l'interface de port 1 du routeur du FortiGate est connectée sur notre réseau externe. Comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est le même réseau sur lequel mon équipement, du moins mon serveur, il est connecté. Mon poste de travail est connecté. Donc c'est ça le réseau LAN, WAN, pardon. Ensuite, on aura ici dans un réseau LAN qu'on va configurer. Donc il est question dans cette vidéo de configurer donc le serveur DHCP sur le port numéro 2, que voici le port 2 de notre firewall. On va configurer le DHCP dessus et permettre à ce que les équipements qui sont connectés donc sur ce switch, notamment par exemple le webtem, ils puissent obtenir une adresse IP. Ensuite, autre chose, c'est de configurer la route statique ainsi qu'une règle de path pour permettre la communication entre ce LAN-ci et ce WAN. Donc, on va permettre donc, par exemple à cet équipement-ci d'accéder à Internet en passant par le FortiGate. Donc là, directement, on va revenir donc sur notre équipement, sur notre firewall. On se connecte. Donc ici, on va revenir ici sur le menu réseau. Réseau, on va sur les interfaces. Donc l'interface qui nous intéresse donc ici, c'est le port 2. Donc on va sélectionner port 2 et aller sur modifier. Donc ici, on va appeler donc ici dans l'alias, c'est un peu comme pour donner un nom à notre réseau. Donc, on va appeler ça réseau local. Et puis le rôle, comme on a défini on a expliqué la dernière fois les rôles dans la vidéo précédente. On va prendre ici là donc le LAN. Donc ici, on va donner donc une adresse IP de façon manuelle. Donc 172.16.10.1. Donc je peux mettre bas 24. Ensuite ici, sur cette interface par exemple, on va activer le HTTPS, on va activer le ping. Donc, on va se limiter sur ces deux ici pour l'instant. Et puis ici, on va activer dans le serveur DHCP. Donc ici, le serveur DHCP, on va dire OK, tu peux adresser les adresses de 10.10, par exemple, jusqu'à 10.254. Donc, pour le masque, c'est correct. Passerelle par défaut pour ce serveur DHCP ci va être identique à l'IP de l'interface. Donc, c'est ça là qui va être dans la passerelle par défaut. Et c'est également pareil pour le DNS. Donc, on va considérer également que c'est ça qui va être comme le DNS. Ces informations peuvent être spécifiées autrement. Donc, on peut faire spécifier ici pour donner des informations différentes. Donc, à ce niveau, on va aller sur OK. Voilà, donc on a dans notre port ici. Donc, ce qu'on va faire donc actuellement, on va vérifier donc au niveau de notre webtem, vu qu'il est connecté directement à ce port-ci. On va aller donc sur notre webtem. On va aller en invite de commande pour faire if config. Voilà, on peut remarquer donc que cet équipement-ci a pris dans la première adresse de la plage d'adresse qui est attribuée de façon dynamique, donc 10.10. Donc on va essayer de faire un ping ici, 172.16.10.1 qui est la passerelle. Voilà, donc le ping, il est fonctionnel. Donc ça fonctionne. Par contre, ici, si on essaie par exemple d'accéder par exemple à YouTube ou bien, je sais pas, même à Google, on verra que pour l'instant sur le webtem, on n'a pas encore accès à Internet. Donc, certes, on a configuré le DHCP, mais pour l'instant, les équipements qui sont sur ce switch-ci, ils peuvent obtenir des adresses IP grâce au DHCP qu'on a configuré ici, mais ils ne peuvent pas encore communiquer avec l'autre réseau. Donc,
C'est ce qu'on s'en va faire actuellement. Donc, première chose qu'on va faire ici, c'est revenir toujours sur le réseau. Et puis ici, on fait route statique. Donc, les routes statiques, donc, comme on a expliqué dans la précédente vidéo, c'est que les routes statiques, c'est, comme son nom l'indique, c'est le chemin par lequel tous les paquets doivent transiter. C'est-à-dire que si on a, si on a par exemple un paquet qui est destiné à un réseau qui n'est pas répertorié sur notre schéma ici, comment est-ce qu'on traite ce réseau-là? Il faut qu'il y ait une route statique vers laquelle on va orienter donc tous ces paquets. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. On fait nouveau. Et donc, très souvent, par défaut, la roue statique va être représentée donc par des zéros. Donc, 0, 0, 0, masque 0, 0, 0. La passerelle également, on peut laisser la passerelle comme étant une interface par défaut comme ça. Et puis, les interfaces ici, ce qu'on peut faire également ici, on va dire par exemple la passerelle par défaut ou bien l'interface par laquelle les paquets peuvent transiter. On va dire ici que c'est l'interface, le port 2. Vu qu'on est en train de créer une route statique et que par défaut, je pense non, on va aller avec le port 1 plutôt. On va aller plutôt avec le port 1 parce que le port 1, c'est cette interface-ci qui est connectée ici. Donc le port 1, on va aller plutôt avec le port 1. Donc on met port 1, je pense que là, généralement, on n'a pas grand-chose à ajouter ici. Et puis là, on fait OK. Donc on a créé notre port, notre route statique. Destination 00, passerelle 00. Ça passe par quel port? Le port 1, état activé. Une fois que la route statique est créée, est-ce que c'est suffisante pour permettre donc à notre équipement d'avoir accès à Internet? Non. Donc, même après avoir créé la route statique, c'est pas suffisant pour dire à notre équipement de faire router de faire router les paquets par cette route statique là. Il faut encore créer donc ce qu'on appelle donc ici les règles de pare-feu. On va venir donc plutôt sur le menu politique et objet. On prend le premier menu politique de pare-feu. Donc, c'est ici qu'on va créer ce qu'on appelle les politiques de pare-feu. Alors, on va faire nouveau le nom de la politique. On va appeler, on va dire, voilà, pour faire simple, on va dire LAN vers, voilà, LAN vers le LAN. C'est-à-dire que du réseau local vers le réseau externe. C'est-à-dire que on a envie de partir d'ici pour pouvoir communiquer de ce côté. Donc, ici, interface entrante. L'interface entrante, donc notez, il y a 4 choses très importantes ici à remarquer. On a ce qu'on appelle l'interface entrante, l'interface sortante, la source et la destination. Donc, l'interface entrante ici, c'est par rapport au routeur, du moins par rapport au firewall. C'est de quelle interface que le réseau, le trafic va entrer, de quelle interface que le réseau va sortir. Donc là, c'est facile à identifier. Ça entre par le port 2 et ça sort par le port 1. Donc ici, déjà, on va mettre ici interface entrante, port 2, interface sortant, port 1. Maintenant, pour ce qui est de la source donc ici, c'est la nature du trafic qui va être envoyé. C'est-à-dire que ici, quel est le type de trafic qu'on aimerait laisser passer? Est-ce que c'est un trafic spécifique par rapport à un site web? C'est-à-dire qu'on peut autoriser par exemple que si on accède à Google, que Google puisse transiter, mais que Facebook ne transite pas. Ça, c'est un type de trafic, par exemple, qu'on peut définir. Ça peut être tout autre type. Ça peut être Gmail, ça peut être voilà, un ensemble qui est défini ici. On peut nous-mêmes créer une nouvelle entrée. Ou bien on peut tout simplement sélectionner All ici pour dire que, OK, de base, laisse passer tout. C'est-à-dire que peu importe la source, on laisse entrer. Donc, pour une première configuration, ou bien on peut également spécifier si on veut, on peut venir par exemple ici, on peut créer et on dit on crée sur la base d'un adressage. On dit par exemple, c'est-à-dire qu'on veut limiter le trafic uniquement à notre réseau local. Donc je vais dire réseau, j'appelle comme ça le réseau local. Et ici, je donne l'adresse IP du réseau local, 16. Je crois c'est 10.0/24. Donc, quand je fais comme ça, et puis je fais OK. Donc, ici, je reviens sur source.
je suis censé avoir mon réseau local ici. Donc, comme j'ai défini réseau local ici, ça veut dire que cette règle s'applique uniquement pour les communications dont la source est une adresse IP qui appartient à cette plage ici. Donc, j'aurais pu laisser all pour laisser tout fonctionner. Mais pour des raisons de sécurité, très souvent, parce que comme FortiGate, c'est beaucoup plus pour la sécurité également. Donc, très souvent, il faut ouvrir des communications spécifiques uniquement au réseau pour lesquels vous voulez que la communication existe. Sinon, votre path devient vulnérable et tout ça. C'est pour ça que j'ai donc dû créer cette entrée ici-là. On va donc permettre cette entrée uniquement sur la base de la source qui est le réseau local. On aurait pu définir cela également par utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut dire par exemple que si l'utilisateur qui est connecté n'appartient pas par exemple à tel groupe, il ne peut pas faire la communication, ou bien il peut faire la communication si et seulement si il appartient à tel ou tel groupe. On pouvait vérifier la source également en fonction d'un service Internet. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être par exemple une communication Amazon, Microsoft. Il y a un ensemble d'entrées ici qui peuvent servir de source de communication. Donc, comme pour dire que sur le firewall, sur les FortiGate, les communications qui doivent transiter très souvent sont c'est assez vérifié et donc ça doit être, les communications doivent être vraiment vérifiées ou bien du moins assez sélectionnées. Vous ne pouvez pas, par exemple, vous voulez seulement que votre poste de travail ait accès à Google, mais vous partez laisser par exemple passer tout type de trafic. Donc on peut, pour ça, pour des raisons de sécurité, il faut limiter le trafic uniquement à ce qu'on veut. Voilà. Donc ici, comme j'ai dit pour mon cas, on va se limiter donc uniquement à ce qui se retrouve sur le réseau local. Donc, je sélectionne réseau local ici. C'est ça qui va servir de source. Et pour la destination, donc ici, je peux également décider les communications vont être autorisées pour quel type de destination. Est-ce que c'est quelque chose de particulier que je peux définir en termes d'adresse ou c'est un service? Donc, je peux décider également que toutes les communications qui vont à destination, par exemple, de Adobe ou bien, je ne sais pas, n'importe quel autre truc que je peux sélectionner ici, je peux autoriser. Donc ici, on va dire all pour dire par exemple que OK, à partir de mon réseau local, je peux essayer d'accéder à n'importe quel service. Je peux essayer d'accéder à n'importe quel service et puis ça va fonctionner. Donc, concerne le réseau, la destination, ici on ne va pas, on va pour l'instant, dans le cadre de cette vidéo, on va prendre all pour dire OK, tout ce qui est destination, toute destination, on va accepter le trafic. Donc, ensuite, je sélectionne all, je vais fermer. Ensuite, ici, on va venir sur les services. Donc, on a déjà dit les communications qui vont de 172.16.10.0, ce sous-réseau-là, vers toute autre destination. On a déjà accepté cela ici. Ensuite, quels sont les services qui vont être autorisés? Ça veut dire que si vous voulez faire passer ces communications, il faut on sait que les communications vont forcément passer par des protocoles. Et donc, sur les firewalls, comme on a dit, tout trafic doit être vérifier avant d'être autorisé. C'est pour ça qu'on a plusieurs ports ici et donc on doit explicitement sélectionner quels sont les trafics qu'on veut autoriser. Donc ici, on va prendre par exemple HTTP, HTTPS. On va prendre par exemple quoi d'autre? Juste les trafics qu'on veut autoriser. On va prendre par exemple ici DNS. Parce que sans le DNS, par exemple, vous ne pourriez pas, par exemple, faire accéder au nom au nom de ces différentes applications. Par exemple, si je prends par exemple google.com, vous n'allez pas pouvoir accéder. Vous allez par exemple peut-être pouvoir pinguer, mais pas si j'active le ping, vous allez peut-être pouvoir pinguer, mais si le DNS n'est pas activé, vous n'aurez pas la possibilité d'accéder à ce DNS par accéder à cette ressource là par le navigateur web. Donc, je prends DNS, HTTP, HTTPS, le ping, SSH par exemple. Donc, voilà, juste quelques protocoles comme ça. On va faire fermer ensuite. Donc ici, tout est actuellement, tout est complété. Donc on a le nom de notre réseau. Comme on a dit, il faut toujours définir un nom qui a du sens parce que lorsque vous aurez défini plusieurs politiques de pare-feu, il va arriver un moment où vous aurez plusieurs politiques, plusieurs noms, plusieurs entrées. Et si vous n'avez pas donné un nom explicite qui permet de mieux comprendre la règle de pare-feu, vous-même vous serez perturbé et vous serez perdu en fait dans vos propres configurations. Donc, toujours mettre un nom qui a du sens.
On a le nom, on a l'interface d'entrée, on a l'interface de sortie, on a la source par laquelle les requêtes vont provenir, on a la destination. Donc, on a dit on envoie vers tout ce qui va dans n'importe quelle destination all pour dire OK, que peu importe la destination. Maintenant, quels sont les services qui sont autorisés? Certes, la destination c'est all, mais il faut des services. Donc, on a autorisé ces services-ci. On va faire donc ici OK. Donc ici, donc, on a notre règle de pare-feu avec les différentes composantes et autres. Donc, on va faire un test donc, au niveau de notre web thème. Donc, sur le web thème, on va vérifier. Donc, tout à l'heure, on n'avait pas la possibilité de pinguer. De pinguer, par exemple, hors du réseau. Donc, 8.8.8.8. OK, ça passe. Donc, on va vérifier sur le navigateur. Est-ce qu'on peut aller, par exemple, sur YouTube? OK, ça semble fonctionner. YouTube, ça semble fonctionner. Wikipédia, OK, ça marche. Google. Google, OK. Ouais, Google également, ça marche. Donc là, notre règle de pare-feu fonctionne. Donc désormais, on a donc la possibilité à partir d'ici de faire communiquer les équipements de ce réseau-ci avec ceux de cet autre réseau. Voilà, donc ça, notre configuration, elle est terminée. On a créé, on a vu la création de l'interface, du moins pas la création, le renseignement des informations de l'interface, création du serveur DHCP, création de la route statique et création de la règle de pare-feu. Donc, les amis, on se voit dans une prochaine vidéo pour voir comment créer des comptes utilisateurs, ou bien, oui, les comptes utilisateurs sécurisés et puis voir quelques éléments de sécurité fondamentaux pour notre firewall. Donc, à tout à l'heure dans une autre vidéo.